بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est avec un immense plaisir que nous allons reprendre ces séances, bien sûr, que nous allons consacrer à des thématiques qui sont très pointues et en même temps qui posent énormément de problèmes. Et la thématique qu'on va traiter aujourd'hui concerne spécialement un problème qui pose beaucoup de contentieux au niveau de tribunaux de commerce, à savoir la situation des salariés dans le cadre d'une entreprise en difficulté. Ou autrement dit, le sort des contrats de travail dans le cadre de la loi 73-17. Et à travers cette intervention, nous serons amenés à répondre à des questions qui sont importantes. Comment le législateur envisage la protection des contrats de travail et la protection de l'emploi dans le cadre de la loi 73-17. Quelles sont les garanties offertes aux salariés à travers toutes les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, soit les procédures extrajudiciaires ou celles qui sont qualifiées comme intrajudiciaires. Les salariés bénéficient-ils d'un privilège dans le cadre de paiement? Et lorsqu'ils rentrent en concours avec d'autres privilèges, quelle serait leur situation? Et comment et quel est l'organe compétent pour mettre fin au contrat de travail lorsqu'il s'agit d'une entreprise en difficulté? La première remarque à laquelle il faut bien sûr, plutôt la première qu'on doit citer et sur laquelle on doit bien sûr mettre l'accent, c'est que le législateur marocain, à travers la plupart des codes, n'a jamais eu l'habitude de fixer les objectifs d'une loi comme il l'a fait dans le cadre de la loi 73-17. Dans le cadre de la loi 73-17, le législateur a fixé les objectifs. Et ce qui nous intéresse dans ces objectifs, parce qu'il a parlé de 3 objectifs. Le premier concerne l'activité, le maintien de l'activité de l'entreprise en difficulté. Le deuxième objectif de la loi, c'est le désintéressement ou le paiement, ça dépend du cas, des créanciers. Et elle a cité le maintien de l'emploi en second, plutôt dans le troisième rang. Ce qui veut dire que même dans la philosophie de législateur, le maintien de l'emploi n'est pas une priorité dans le cadre de l'entreprise en difficulté, donc ce qui serait amené à accepter déjà dans le cadre de la classification des objectifs, à accepter des sacrifices dans le cadre des contrats de travail. Alors, le législateur même, dans ses objectifs, il n'a pas parlé du maintien des contrats de travail. Il a utilisé le maintien de l'emploi. Et c'est différent parce que quand on parle du maintien des contrats de travail, bien sûr, tous les contrats de travail seront maintenus. Tel qu'est le cas, par exemple, le législateur l'a cité dans l'article 19 du Code du travail, lorsqu'il a traité la question de la modification dans la situation juridique de l'employeur par fusion, par transformation, par cession, etc. Tous les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur et ce dernier devient solidaire avec l'ancien employeur en termes des indemnités, des arriérés de la CNSS. Mais là, on n'est pas dans cette optique, on est dans l'optique du maintien de l'emploi. Pourquoi? Parce que
déjà lorsqu'on parle de l'entreprise en difficulté, le législateur a utilisé le mot entreprise. Il a tablé sur l'établissement, pas la société. Ça veut dire on peut scinder l'entreprise, on peut redresser une partie et liquider une autre. On peut tout liquider. Donc, les contrats de travail risquent bien sûr d'être affectés dans cette situation. Et comme vous savez tous que nous allons essayer de traiter cette question en deux points, en deux parties. On va consacrer la première partie de cette intervention à parler le sort des contrats de travail pendant la période avant l'état de cessation des paiements. Et nous allons bien sûr consacrer la deuxième partie au sort des contrats de travail ou la situation du salarié lorsque l'entreprise est en état de cessation de paiement ou lorsqu'il serait dans le cadre d'une situation irrémédiablement compromise. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de la situation avant la cessation des paiements, bien sûr, lorsqu'on parle des difficultés, le législateur marocain donc, a traité 4 niveaux de difficulté. Il y a l'effet de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, et c'est la procédure d'alerte. Dans l'homme orchestre de cette procédure, c'est le syndic, plutôt le commissaire aux comptes. Et nous avons, lorsqu'il y a des difficultés financières, économiques, structurelles, juridiques, qui nécessitent l'intervention du président de tribunal à travers la nomination d'un mandataire spécial ou dans le cadre de la conciliation, ou lorsque l'entreprise connaît des difficultés ou des faits, ou lorsqu'il y a un grain de sable qui empêchera le moteur de l'entreprise de tourner dans le futur proche. Ça veut dire le chef d'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, mais il est sûr et certain que dans le futur proche, s'il ne trouve pas une solution à son problème, donc il sera en difficulté. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les procédures avant l'état de la cessation des paiements, le chef d'entreprise est maintenu à la tête de son entreprise. Donc, il n'y aura jamais de révocation de chef d'entreprise parce que c'est des procédures qui sont discrètes. C'est des procédures où il y a le secret professionnel, c'est des procédures qui sont consensuelles, ils sont lissés à la volonté et à la diligence du chef d'entreprise. C'est à lui de choisir d'opter pour ces procédures ou de ne pas opter pour ces procédures. Alors, lorsque l'entreprise, selon les dispositions de l'article 547 de la loi 73-17, connaît des difficultés juridiques, économiques, financières ou même sociales. Alors là, dans ce cas, le législateur a fait le renvoi vers les organes internes. Et dans ce renvoi vers les organes internes, bien sûr, il va traduire la volonté du législateur, comment il envisage la solution par rapport au contrat de travail. Donc, c'est aux organes internes à travers le commissaire aux comptes, parce qu'il y a une mission légale qui doit alerter le chef d'entreprise, ce dernier qui va faire réunir le conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée générale extraordinaire, et c'est à eux de trouver, à ces organes, de trouver la solution en fonction de la compétence. Donc, on respecte le texte spécial, à savoir, bien sûr, dans ce cas de figure, on respecte les dispositions de la loi sur la société anonyme, ou les autres formes de société. Ce qui veut dire aussi que dans ce cas de figure, on doit respecter les dispositions du Code du travail. Car l'entreprise, même avec ses difficultés qui sont d'ordre économique, financier, social et juridique, l'entreprise est considérée comme une entreprise saine. Donc il ne peut pas aller au-delà, bien sûr, de cette situation et demander à ce qu'il soit autorisé
à mettre fin à des contrats de travail. Donc là, on applique le code du travail stricto sensus. Si l'entreprise connaît des difficultés économiques, si l'entreprise, ça veut dire prétend qu'il souffre d'un problème d'ordre économique, ben c'est à elle de prouver ces difficultés économiques à travers un auditeur, à travers un expert comptable. Il doit demander donc le licenciement pour motif économique à la délégation provinciale de l'emploi qui va la transmettre à une commission qui se réunit et qui est présidée par le gouverneur. Donc dans ce cas de figure, il faut une autorisation du gouverneur parce que sans cette autorisation, le licenciement est un licenciement abusif. Alors, que peut l'entreprise faire dans ce cas de figure? Donc peut-être que la crise est passagère. Donc le législateur, la seule solution qu'on trouve au niveau du Code du travail, c'est qu'on doit appliquer l'article 185 du Code du travail qui autorise à l'employeur, lorsqu'il souffre de crise économique passagère, que ne dépasse pas 60 jours ça veut dire de réduire et la durée du travail et le salaire à hauteur de 50% après consultation des délégués du personnel et ou de représentants syndicaux. Et entre guillemets, le délégué du personnel est obligatoire pour les entreprises qui occupent en moins 10 salariés. Mais par contre, le représentant syndical devient obligatoire lorsque le seuil de l'entreprise, le seuil des salariés, CDD et CDI de l'entreprise arrive à 100. Et là, il ne faut pas confondre entre la section syndicale et le représentant syndical parce que 2 salariés peuvent créer une section syndicale parce que la création d'un syndicat est un droit constitutionnel. Mais être désigné par le syndicat le plus représentatif comme représentant syndical nécessite que le seuil de salariés au niveau de l'entreprise soit à hauteur de 100 salariés. Alors, bien sûr, si la durée de la crise dépasse 60 jours, là, on ne parle plus de la consultation, on parle de l'autorisation du délégué du personnel ou du délégué syndical. Sinon, il faut une autorisation du gouverneur. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire la comparaison entre cette situation et la situation de redressement judiciaire dans laquelle le législateur marocain a supprimé l'autorisation du gouverneur et l'a remplacée par information, juste une information du gouverneur. Donc là, on peut déduire que l'entreprise est dans une situation, bien sûr, saine. Alors, le problème dans cette situation, c'est que ce qu'on reproche à la loi 73-17, et à travers l'article 552, on remarque que le législateur n'a pas qualifié, n'a pas considéré les salariés comme une source d'information par rapport aux difficultés dont souffre l'entreprise. Parce que, normalement, les salariés, ils ont un délégué du personnel, ils ont un représentant lorsqu'ils sont à hauteur de moins de 6 salariés. Ils ont un représentant syndical lorsqu'ils sont à 100. Lorsqu'on est à 50, on a un comité d'entreprise dans lequel siège le délégué du personnel et le délégué syndical. Donc, à travers ces organes ou ces institutions représentatives du personnel, le législateur aurait pu accorder à ces institutions un rôle qui est très important comme source d'information pour l'entreprise en difficulté. Alors, lorsqu'on parle de la conciliation, donc le président de tribunal, lorsque le commissaire aux comptes et les organes internes n'ont pas pu trouver la solution, le commissaire aux comptes il alerte le président de tribunal, et le président de tribunal, lorsqu'il est saisi par le commissaire aux comptes, et là, il s'agit d'un ordre public économique, alors le président de tribunal, soit il désigne un mandataire ad hoc ou un mandataire spécial, soit il opte, bien sûr, après l'échec de ce mandataire, pour une conciliation avec les principaux créanciers ou avec tous les créanciers. Donc là, ce qui nous intéresse dans cette situation, c'est que pendant cette période,
bien sûr, à la demande du conciliateur, le président de tribunal peut demander, bien sûr, l'arrêt des poursuites internes, des poursuites individuelles, dont l'objet est la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ou dont la demande est, bien sûr, le paiement d'une somme d'argent, mais là, elle a exclu, bien sûr, les demandes dont le fait générateur est le contrat de travail. Donc, les salariés, ils peuvent toujours opter et rester en justice et réclamer leur paiement, même si on est dans le cadre du contrat de conciliation tel qu'il est décrit par les dispositions, bien sûr, de l'article 555 de la loi 73-17. Ça veut dire que cette interdiction ne s'applique pas, bien sûr, aux créances ou aux dettes issues d'un contrat de travail, parce que l'entreprise dans cette situation est une entreprise qui est saine, une entreprise qui ne souffre pas de difficultés. Donc c'est normal que la procédure doit être respectée, ne serait-ce que par rapport aux salariés qui sont considérés comme à l'objectif de la loi 73-17. En ce qui concerne le plan de sauvegarde, comme on l'a expliqué, il s'agit là d'un plan accordé dans la durée, peut aller jusqu'à 5 ans, à une entreprise qui risque de tomber dans la difficulté. Il n'est pas en difficulté, mais il craint dans le futur proche de tomber dans la difficulté. Et en se référant exactement aux dispositions de l'article 560 de la loi 73-17, bien sûr, on croyait que le législateur allait intégrer des dispositions concernant le contrat de travail, mais malheureusement, lorsqu'il a parlé des objectifs de cette procédure et de cette solution, c'est uniquement pour permettre à l'entreprise de dépasser ses difficultés, mais pour le but de garantir la continuité de l'exploitation et le maintien de l'emploi et le paiement de son passif. Donc, comme je viens d'expliquer, le plan de sauvegarde n'exige pas que l'entreprise soit en état de cessation de paiement. Alors, du moment qu'il n'est pas en difficulté, donc considérer ou accepter le sacrifice ou sacrifier les contrats de travail, même si l'entreprise n'est pas en difficulté, mais si on a une crainte, bien sûr qu'on va prouver auprès du juge, parce que le juge, s'il n'est pas convaincu, il ne va pas nous accorder le plan de sauvegarde, mais tout cela ne justifie pas, ne peut pas motiver de sacrifier, bien sûr, les contrats de travail, alors que dans l'article que je viens de citer, l'article 560 de la loi 73-17, le maintien de l'emploi est un objectif de plan de sauvegarde. Aussi encore que cette procédure de sauvegarde est une procédure exceptionnelle. Et lorsqu'on se parle de l'exception, donc la règle en matière d'exception, c'est qu'il doit être interprété rigoureusement et pas d'analogie. Et bien sûr, le maintien de l'emploi est une condition de validité du plan de sauvegarde. Si le plan de sauvegarde ne permet pas le maintien de l'emploi, donc ça ne sert à rien de l'accorder, bien sûr, au chef d'entreprise. Alors, comme j'ai expliqué, donc le seul moyen accordé par la loi, c'est les dispositions de l'article 185 du Code du travail qu'on vient de citer. Et là, j'ai deux arrêts de la Cour de cassation en 2012. L'un en 2012, bien sûr, le 2/8/2012 et l'autre le 30/8/2012, qui clarifie exactement que le fait de fermeture de l'entreprise qui entraîne la rupture des contrats de travail sans passer par la procédure d'autorisation du gouverneur et qualifie le licenciement d'un licenciement abusif et que le salarié
a droit à tous ces indemnités, les dommages et intérêts et le préavis. Pourquoi? Parce que le défaut de respect de procédure rend le licenciement irrégulier et bien sûr, le salarié a droit à toutes ces indemnités et de dommages et intérêts. Aussi là, en se référant à l'article 301 du Code du travail, l'arrêt définitif, lorsque l'arrêt définitif d'une entreprise entraîne la rupture des contrats de travail, bien sûr, le salarié a droit aux dommages et intérêts, aux indemnités légales de licenciement et au préavis. Alors, de tout ce qu'on vient de citer, et là, bien sûr, il y a un arrêt de la Cour de cassation en date de 15/12/2011, cet arrêt numéro 1792 qui confirme, bien sûr, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Alors, la deuxième partie, on va la consacrer au sort des contrats de travail dans la phase du redressement judiciaire. Alors, lorsqu'on parle du redressement judiciaire, donc on est en état de la cessation des paiements. Cessation des paiements, c'est, bien sûr, c'est une consécration d'une situation économique et financière de l'entreprise qui la rend dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible par son actif disponible. D'accord. Alors là, la question qui se pose, est-ce que l'intérêt des salariés peut être sacrifié dans le but de préserver l'intérêt de l'entreprise? Bien sûr, comme on explique toujours que la loi 73/17, pour moi, c'est une loi de la distribution de la punnerie. Donc, automatiquement, on va demander des sacrifices aux créanciers, on va demander des sacrifices aux salariés, on va demander des sacrifices aux chefs d'entreprise, et on va même peut-être, l'activité va être sacrifiée parce qu'on va réduire, on va bien sûr assainir l'économie. Si l'entreprise est viable, on va la maintenir. Si c'est un canard boiteux, on va bien sûr la tuer, on va la liquider lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Et cette situation affecte automatiquement la situation des contrats de travail qui, même s'ils sont qualifiés comme objectifs de la loi 73/17. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le salarié est un fournisseur interne. Parce que le maintien des contrats, donc on maintient les contrats lorsqu'on arrive à la phase du redressement et bien sûr de la phase de la continuation de la continuité de l'exploitation ou la continuation de l'exploitation. Donc le syndic a seul la qualité de demander et d'exiger la continuation des contrats en cours, mais on parle là des contractants externes. Mais par rapport aux contractants internes, à savoir surtout les salariés, on parle du maintien légal, le maintien légal des contrats de travail, et que la rupture de ce contrat ne doit être faite que exceptionnellement. Donc automatiquement, le simple fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'est pas une cause réelle et sérieuse pour le licenciement des salariés de cette entreprise. Et là, pour plus de détails, je renvoie vers l'ouvrage de Rosé, le droit collectif des salariés dans la nouvelle procédure, donc Annales universitaires des sciences sociales de Toulouse, 1986, page 111 et suivant, là où il y a un débat très très important. Alors le maintien des contrats par force de loi et par, bien sûr, les dispositions expresses de la loi 73/17 qui dictent que le simple fait de l'ouverture de la procédure n'entraîne pas la rupture des contrats de travail. À l'exception des autres contrats qui sont laissés, bien sûr, à l'appréciation du syndic, tel qu'il est cité dans l'article 588 de la loi 73/17, et ce texte même 588 qui a exclu de
dans le paragraphe, le 4e alinéa, les contrats de travail. Alors, le souci du législateur, c'est la protection des salariés contre la rupture abusive de contrats, des contrats de travail. Et, bien sûr, soumettre cette rupture à un contrôle judiciaire pour savoir est-ce que cette rupture est indispensable au maintien de l'activité, est indispensable au redressement de l'entreprise, ou tout simplement c'est un moyen parmi d'autres pour alléger la trésorerie de l'entreprise. Alors, si les décisions de la rupture du contrat de travail doivent être motivées par le maintien de l'activité et le désintéressement des créanciers et le maintien de l'emploi et la préservation de l'ordre public économique, on peut dire oui. Et dans ce cas de figure, donc, le législateur a autorisé ces licenciements avec le simple, bien sûr, en informant, bien sûr, le gouverneur. Mais en se référant à l'article 624, dernier paragraphe de la loi 73-17, il précise que la rupture de contrat ne devient effectif que lorsque le syndic adresse une notification ou notifie le délégué provincial de l'emploi et le gouverneur de la préfecture. Et dans ce cas de figure, les salariés, bien sûr, conservent tous leurs droits reconnus par la loi. Et lorsqu'on parle de leurs droits, donc le licenciement est qualifié comme un licenciement pour motif économique. Donc le salarié n'a droit qu'au préavis et aux indemnités légales de licenciement, mais le dommage et intérêt, il ne peut les obtenir que par un jugement, bien sûr, définitif ou doté de la force de la chose jugée. Donc on remarque que le législateur, dans le cadre de redressement judiciaire, a renoncé à l'idée de l'autorisation du gouverneur et l'a remplacé par une simple notification ou une simple information, ce qui est compatible avec la loi, parce que cette situation d'autorisation, pour moi, elle touche même au principe de la séparation des pouvoirs, parce que vous avez un pouvoir judiciaire qui n'aboutit pas qu'avec une autorisation du gouverneur qui dépend du pouvoir exécutif. Donc au moins le législateur, dans ce cas de figure, est là consacré le plein pouvoir de jugement et bien sûr sans le suspendre à une condition suspensive, à savoir l'autorisation du gouverneur. Donc donc la rupture du contrat de travail dans le redressement judiciaire doit être indispensable. Il doit être un cas, ça veut dire insurmontable. Ça veut dire c'est une cause réelle et sérieuse. Donc on doit le justifier, on doit le lier, bien sûr, au fait qu'il est indispensable au maintien de l'entreprise, au maintien de l'activité et au maintien de l'entreprise en difficulté. Mais toujours, il faut mettre l'accent sur un point très important, que le licenciement des salariés, même s'il est accordé, est qualifié comme licenciement pour motif économique, dans le cadre de plans de continuation, surtout on parle de plans de continuation, il est qualifié comme un licenciement exceptionnel et constitue une exception, et l'exception doit être interprétée rigoureusement. Donc on ne doit pas, bien sûr, étaler cette exception pour que ce soit, ça veut dire un moyen bien sûr, de nuire aux intérêts des salariés. Et là, bien sûr, on se pose la question, pourquoi le législateur, dans la loi 73-17, n'a pas impliqué le juge commissaire dans le jugement et dans la vérification de la véracité, bien sûr, de ce licenciement? Est-ce qu'il est vraiment indispensable ou non? Et dans ce cas, bien sûr, le juge commissaire protégera les intérêts des salariés du moment qu'il est
mandaté par la loi à protéger tous les intérêts en présence. Alors, en ce qui concerne le privilège accordé aux salariés dans le cadre de la loi 73-17, donc il a renvoyé vers les dispositions du Code du travail, à savoir l'article 382, mais malheureusement, ce privilège ne concerne que les biens meubles et pas les biens immeubles, donc le salarié rentre en concours avec les autres créanciers qui ont un privilège, à savoir l'administration fiscale, la CNSS et la dette publique en général. Même au niveau de l'article 719 de la loi 73-17, donc le seul privilège accordé aux salariés, c'est qu'ils sont dispensés de la déclaration des créances. En cas de cession de l'entreprise en difficulté, donc là, la cession, le contrat dans le cadre de cession est un bien de l'entreprise et que la cession entraîne le transfert du contrat vers le nouvel employeur. Donc le texte qu'on doit appliquer pour les contrats maintenus qui sont liés à l'activité maintenue, c'est l'article 19 du Code du travail et tous les droits de salariés seront maintenus avec l'ancienneté et en cas de rupture, donc le contrat, bien sûr, produira tous ses effets. Alors, donc, en guise de conclusion, on peut dire que la protection accordée aux salariés est inefficace et manque d'efficacité parce que, tout simplement, on a un peu limité la rupture du contrat de travail, on a obligé de notifier au gouverneur, on a garanti les droits des salariés qui sont liés pour motif économique, bien sûr les dommages et intérêts sont exclus, et on a qualifié les créances salariales comme des créances privilégiées, mais dont le privilège concerne uniquement les biens meubles, ce qui rend cette protection inefficace. Nous souhaiterons bien sûr que le législateur prend en considération la nature du contrat de travail, le caractère alimentaire du salarié, impliquer le juge commissaire, impliquer les institutions représentatives de personnel et dans le cadre de traitement de sort des contrats de travail dans le cadre d'une entreprise en difficulté. Et sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.